là. Alors, nous y voilà. Nous y voilà. Et bonjour les amis, le outil indispensable pour la journée. Je me dispose en Miss Météo, ma foi. L'éventail, bien évidemment les amis, est l'outil indispensable pour le reste de la semaine. Voilà, pas de ventilateur, c'est pas écologique. Pas de climatisation, c'est pas écologique. Alors on utilise le bon vieux éventail, parce que si on écoute la télévision, il faudrait vivre dans le noir, ne pas utiliser de ventilateur, ne pas utiliser de climatiseur. Mais pourquoi? Eh bien simplement pour des raisons purement écologiques, parce que ça rejette de l'air chaud dans l'atmosphère. Mais par contre, branchez votre voiture électrique. Donc voilà, ben moi j'ai décidé plutôt de faire simple et je pense à ma grand-mère et à l'Espagne en utilisant le bon vieil éventail. Et bonjour Marie-Odile. T'es revenue de vacances Marie-Odile? Eh ben c'est merveilleux, les gens sont là, tout va bien. Comme diraient les vieux à la boulangerie ce matin, on va se mettre à l'ombre. Et donc les amis, nous voilà partis pour une nouvelle aventure aujourd'hui. Nous voilà partis pour accueillir toutes les parts les plus ombrageuses. Oh ça va Marie-Odile? Alors le trajet de retour s'est bien passé? Oh là 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 là. Oh, on va essayer de se mettre au frais. Hein. J'arrête pas d'avoir des expressions de vieux. C'est les petits vieux qui sont à la boulange ou à la maison de la presse, ils sont là avec leur éventail, leur brumisateur, et ben il fait chaud, il fait chaud. Alors déjà que la météo c'est le sujet numéro 1 des Français et des gens qui se rencontrent à la boulange, alors là maintenant qu'il y a la canicule, on entend parler que de ça. Salut Jessica. Non mais c'est incroyable, j'ai regardé les informations tout à l'heure, ils ont parlé de 20 minutes de la chaleur. 20 minutes de la chaleur. Je pense que il y a mieux à faire. On devrait nous laisser l'antenne au moins quelques instants, histoire un petit peu de parler d'autre chose, j'ai envie de dire. Hein. Moi je me permets de manger un petit bonbon, je ne devrais pas. Parce que pour le transit, c'est pas très bon. Oh, ma chère Marie-Odile, non mais tiens. C'est lamentable. Il y a du monde partout. On va rester enfermé à l'intérieur, mais bon. Ayons notre petit côté écolo avec notre petit éventail, mesdames. Alors, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, chers amis, pour ceux qui seront en replay, pour ceux qui ne donnent jamais signe de vie, ça aussi, je crois qu'il va y avoir du ménage de fait sur ce groupe, parce qu'il y en a, je ne sais pas qui ils sont, je ne les ai jamais vus. Alors, je m'appelle Angélique, accompagnante de l'être humain, des âmes aussi. Je vous aide sur votre chemin de vie. J'accompagne les gens à comprendre leur histoire, leur personnalité, à comprendre qui ils sont. Je vous accompagne à comprendre un petit peu plus votre personnalité, à aller chercher tout ce qui touche au développement personnel, spirituel, le développement de soi-même, à changer de vie. Je vous accompagne à changer de life. Et aussi, pour celles et ceux qui souhaitent aller un petit peu plus loin, travailler un petit peu plus sur le développement personnel, spirituel, vos capacités, vos dons et vos talents, et simplement révéler la belle lumière que vous êtes. Parce que c'est un petit peu ça. Bonjour Mélissande. Alors ce livre, Mélissande, il est bien? Ah, et puis alors je vous remercie de venir auprès de moi pour des séances individuelles, parce que de magie pendant ces séances individuelles, c'est incroyable. Nous partons sur des synchronicités incroyables, nous partons sur des messages tac au tac avec les guides. On envoie une information, 1 heure après, la personne elle a la réponse, la direction. C'est juste un truc de dingue. Donc je vous remercie les gens de venir auprès de moi pour ça, parce que nous recevons de beaux enseignements, nous recevons vraiment de la justesse, de l'équilibre, de l'harmonie. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, c'est juste incroyable. Et ça nous nourrit tous ensemble les amis. Moi ça me nourrit à un point pour même pas vous imaginer. Regardez, je n'arrête même plus le ventilateur. Et puis voilà, et puis ça permet à tout le monde de trouver des réponses, parce qu'on peut aller chercher loin, hein, notamment ce matin avec Jessica, on a été un petit peu loin, on avait beaucoup de messages, on a été chercher un petit peu loin quand même,
Donc voilà, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur votre chemin, sur qu'est-ce qui est bien pour moi, quelle est la meilleure direction pour moi. On peut aussi parler un petit peu de ça. On peut travailler sur vos projets professionnels aussi. Il y a des choses qui se dessinent de plus en plus. Ça me permet aussi de me connecter de plus en plus à vos âmes pour en apprendre d'autant plus sur tout ça. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est continuer à travailler un petit peu sur l'âme, en apprendre un petit peu plus, parce que moi aussi j'ai eu des messages. Moi aussi j'ai eu des messages, et que de messages les amis, que de messages nous avons eu. Parce que, ben voilà, travailler sur l'âme, je pense que c'est tout aussi important que de travailler sur son être terrestre, hein, ma foi. Parce que si l'âme, elle est ici à l'intérieur de nous, eh bien, c'est qu'il y a probablement une raison, si elle a décidé de venir expérimenter ici sur Terre, n'est-ce pas? C'est surtout pour évoluer, bien évidemment. Et c'est vrai que ce matin, en fait, il y a quelque chose qui est venu dans le sens de, c'est vrai qu'on est toujours en train de regarder ce côté très lumineux de la lumière. Et comme je disais hier, ça me ramène à ce que j'ai dit hier, c'est ce qu'on me dit. Hier, on disait qu'on aimait bien quand on nous disait qu'on avait eu une vie antérieure où on était un super chevalier conquérant, une princesse merveilleuse, enfin des trucs super magiques, super inaccessibles. Et en fait, on n'aime pas trop aller voir justement quand on est dans des parts très ombrageuses où on aurait fait du mal ou des choses comme ça. Ce qu'il faut quand même savoir, les amis, n'oubliez pas, nous avons expérimenté le positif, nous avons expérimenté le négatif quand on est une âme. Nous sommes obligés d'aller explorer toutes ces facettes. C'est normal, ça fait partie aussi des blessures à explorer. Et là, on est en train de me dire que ça peut être sympa de commencer à aimer les méchants. Et donc, en fait, on me ramène à tous ces héros de légende maléfiques, Scar dans Le Roi Lion. On me ramène aussi à tous ces méchants personnages de dessins animés, c'est rigolo, où on me dit, ben, par exemple, si tu devais trouver une blessure sur chacun d'eux, quelle serait-elle? Et est-ce qu'il ne serait pas temps justement de sublimer, d'aller les regarder ces blessures et d'aller les aimer? Parce que ça nous ramènerait à aller chercher justement ces parts de nous que nous refusons peut-être d'aller voir aussi. Parce qu'on nous a tellement habitués à être dans la séparation, on me dit dans la dualité de il y a le bien, il y a le mal, il y a l'ombre, il y a la lumière. Et en fait, moi je vois l'image. C'est intéressant les gars parce que ça c'est quelque chose qu'on avait travaillé. On avait connecté avec ce truc déjà. L'idée du sablier en version triangle comme ça. Et vous me l'aviez fait tourner, c'était pourquoi qu'on avait fait ça? On avait fait une expérimentation, on avait été chercher quelque chose avec ça. Je me souviens plus ce que c'était, mais on avait été chercher quelque chose. Et donc en fait, moi ce que j'ai reçu comme enseignement par rapport à la part, comprendre nos parts d'ombre, ça nous dirait que justement on est tellement habitué à être dans la dualité du bien, du mal, du blanc, du noir, fais pas ci, fais ça, fais pas ça, ça se fait pas, ça se fait, que du coup en fait on est rentré dans une espèce de système de séparation. Et du coup, on ne sait plus aimer nos parts ombrageuses. Sauf que nos parts ombrageuses, c'est nécessaire de les comprendre, nécessaire d'aller les explorer, nécessaire de les aimer. Et si on me dit c'est quelque chose que vous allez arrêter de mettre sous le tapis, à un moment donné, vous ne pourrez pas y couper. Et on me fait ressentir que moi, je suis en train de traverser ce truc-là, mais au travers du couple. Il manquerait plus que ça. Alors... Tout à fait, Marie-Odile, avec légèreté, toujours. Ne jamais mettre trop de sérieux, les amis, dans tout ça. Et même, vous voyez, sur les parts d'ombre et de lumière, c'est rigolo, parce que moi, il me ramène beaucoup aux dessins animés de notre enfance. Et là, on est en train de me dire, ben justement, Angélique, si tu parles des dessins animés, ils me disent, si tu devais choisir un méchant, quel méchant est-ce que tu serais? Alors on me dit, même vous pouvez réfléchir à la question, et partager. Lequel est pour toi celui qui méritait pas le destin qu'il a eu? Lequel pour toi aurait eu un espèce de parent avec une circonstance que tu pourrais voir derrière? Alors, si je réfléchis comme ça. Alors c'est vrai que quand on regarde bien, parce qu'on m'en envoie plusieurs, en fait quand on regarde bien, il y a toujours une lutte de quelque chose pour obtenir quelque chose. Parce que la première image qu'ils m'ont envoyée, c'est le film Willow, avec... c'est vrai que Mac Martigan, dans le film Willow, pour ceux qui connaissent le film, Mac Martigan, c'est vrai qu'il a ce côté un petit peu méchant au début, mais il n'est pas méchant, c'est pas lui que je regarderais, ce serait plutôt la méchante derrière, la sorcière qui est derrière, mais en fait on en revient toujours à cette idée de lutte de pouvoir. Ça me ramène à Blanche-Neige avec celle qui veut être la plus belle que l'autre. Dans Le Roi Lion, c'est pareil, une lutte de trône, une lutte de pouvoir entre deux êtres, finalement ça ramène à la jalousie. Si on me donne d'autres méchants, oui, quand on avait étudié la Reine de Cœur, j'avais étudié la Reine de Cœur dans Alice au Pays des Merveilles.
Ça, c'est une expérimentation que j'avais eu fait. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, la reine de cœur, on arrive à lui trouver des excuses. Maléfique, on arrive aussi à lui trouver des excuses. Et finalement, on me dit que tous ces méchants, on arrive à un moment donné à leur trouver des excuses parce qu'il y a cette part d'eux-mêmes extrêmement fragile, finalement, qui est là et qui demande simplement à être écoutée. On me dit éveillée, révélée. On demande à être attentif à toutes ces parts d'ombre en fait. Et vous, c'est pareil, ils disent, vous aussi soyez attentifs avec vos parts d'ombre et n'ayez pas peur d'aller les voir. Alors pourquoi est-ce que nos parts d'ombre, on évite d'aller les voir? Parce qu'en fait, on a peur du résultat. Parce qu'en fait, on a peur de la soi-disant souffrance, on a peur des émotions qui vont avec. Parce qu'en fait, les parts d'ombre, alors bien sûr, hein, quand on parle de l'ombre, automatiquement, c'est négatif. Mais en fait, on me dit que dans la lumière, il y a du négatif. Dans l'ombre, il y a aussi du positif. Et nos parts d'ombre, c'est intéressant d'aller les explorer. Donc, il me ramène à la roue de médecine. Quand moi, j'ai été explorer mes parts d'ombre dans la roue de médecine, ça a été quand même extrêmement salutaire parce que ça m'a permis en un an de vraiment dépasser énormément de choses et justement de regarder vraiment ce que j'ai mis quelque part sous le tapis, c'est parts de moi-même. Mais en fait, quand on est dans nos parts d'ombre, c'est aussi dans ces moments où on pense avoir pris les mauvaises décisions dans la vie. Donc moi ce matin c'est vrai que ça fait quelque temps qu'il me ramène toujours à la notion du couple et comme je vous l'ai toujours dit, le couple est le meilleur terrain de jeu pour voir en miroir ce qui ne va pas chez nous. D'accord? Ça je vous l'ai dit les amis. Et donc c'est vrai que aller voir les parts d'ombre du couple, c'est aller voir les parts d'ombre de chacun. Ce que l'autre me renvoie dans ce qui me déplaît chez lui quelque part, comment ça résonne chez moi. Ça, c'est important d'aller explorer ce truc-là. Et c'est pareil, Mélissande, moi j'étais comme toi. La princesse Sarah. Ben oui. Et c'est vrai que quand on regarde, ben tu vois, je la revois cette image. Par exemple, la gérante du pensionnat, en fait, on peut s'imaginer, si on a du discernement, on peut s'imaginer que cette femme, si elle est épouvantable comme ça, c'est parce que moi, quand je me connecte au personnage, alors on me dit que le personnage a été créé de manière à être une personne sans cœur. On me montre cette posture, elle avait des lunettes, je crois, on me montre toujours cette posture, vous savez, les mains croisées comme ça, et à dire jeune fille, toujours à avoir cette posture droite de tête, qui d'ailleurs on me dit que la directrice du pensionnat de Princesse Sarah, c'est une personne qui ne s'autorise pas l'erreur, qui est très dans l'exigence. On me dit que c'est un personnage qui a été dessiné comme s'il n'avait jamais eu d'enfance, comme s'il avait passé toute sa vie dans les pensionnats, parce que les pensionnats c'est la seule chose que la vie lui aurait appris. On me parlerait que c'est un personnage qui aurait été dessiné dans le sens où ses parents ne l'auraient pas élevé, comme si ses parents avaient été ailleurs ou inexistants dans sa sphère de vie, et que donc elle était passée par un pensionnat et que ça paraissait normal qu'elle devienne directrice de pensionnat. Alors les guides disent ça peut être intéressant d'aller regarder justement sur internet, vous pouvez le faire pour vous amuser, hein, justement la directrice du pensionnat, quel personnage a inspiré la directrice du pensionnat. Et on me dit que ça peut être aussi, on me ramènerait à l'auteur du livre qui peut-être aurait lui ou elle subi ce genre de choses et aurait eu comme exemple ou comme modèle une mère comme ça, ou du moins une directrice d'école ou quelqu'un comme ça, un précepteur qui lui aurait inspiré ce personnage. Alors est-ce que c'est le cas? J'en sais rien. Mélissande, tu pourras aller vérifier si tu veux. Mais et c'est vrai que c'est rigolo d'aller observer ces parts d'ombre et ces parts de lumière. Et en fait, quand on regarde bien, comme je vous le disais, en tant que âme, sur toutes les incarnations, elle expérimente à la fois le côté persécuteur bourreau et le côté victime. Et donc en fait, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène à cette fameuse triangulaire de Karpman, où on est dans le rôle du bourreau, du sauveur et de la victime. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est l'enseignement que j'ai eu hier, c'est qu'en fait, nous seuls, nous recevons, nous aussi, ces rôles-là. Nous sommes, nous aussi, à la fois bourreau, à la fois sauveur et à la fois victime. Et ce truc, ça tourne en permanence dans notre tête, ça tourne en permanence aussi dans nos énergies. Et donc, en fait, d'aller observer à quel rôle je joue dans telle situation. Par exemple, vous vous engueulez avec quelqu'un de votre famille ou quelqu'un au travail, regardez quel est le rôle que vous avez. Et regardez ensuite, pour arranger la situation, quel rôle vous allez prendre. Salut Estelle, salut Sandrine. Et c'est vrai que c'est aller demander à ces rôles-là de s'exprimer, on me dit. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai voulu faire ce matin. Aller questionner ma part ombre, aller questionner, ce matin, j'ai voulu aller questionner mon bourreau intérieur,
ma victime intérieure et mon sauveur intérieur. Alors quand j'ai voulu le faire, les guides m'ont dit stop, t'arrêtes là. Ils m'ont dit tu le feras cet après-midi avec la communauté. Donc je vais aller voir justement au travers de l'histoire de mon âme si je peux avoir accès à mon persécuteur intérieur, si je peux avoir accès à mon sauveur intérieur et à ma victime intérieure, savoir qu'est-ce que ça peut avoir à me dire. Alors on me montre une roue comme une roue dans une kermesse qui tourne et on me dit c'est toi qui choisis, tu vas avoir affaire à qui. Alors la roue, je la lance et on me dit la victime. On me dit bah oui parce que très souvent on me dit le persécuteur vient toujours en dernier. Parce qu'on me dit que le persécuteur c'est celui qu'on n'a certainement pas envie de voir. On refuse de se voir comme un persécuteur. On déteste ça. Et on me ramène à ce que je vous ai dit hier quand je vous ai raconté cette incarnation où j'avais été un cow-boy aux États-Unis et où j'ai été un pourri fini et j'ai tabassé femme et enfants. Et je vous expliquais comment ça résonnait dans ma vie aujourd'hui. Le côté maltraitance physique, comment ça résonnait dans ma vie aujourd'hui. Donc ça, je vous l'ai expliqué. Et lui, il me dit, bah ça, c'est commencer à rentrer en contact avec son persécuteur intérieur. Super. Alors, moi j'ai choisi la victime. Est-ce que tu peux m'emmener auprès d'un de mes rôles en tant que victime pour en apprendre un petit peu plus sur ce rôle-là? Alors, ah oui, on me ramène à cette vie-là. Ça c'est une vie que je connais. Est-ce que ça peut être une vie que je connais pas du tout? Alors, je vois un jardin. Quelqu'un qui entre... Ah d'accord. Je vois une vieille ferme. Alors on me dit la campagne française. Alors on me dit la campagne française, je vois une ferme en contrebas, c'est-à-dire que moi je suis en bas du terrain, il y a un potager qui est un petit peu comme ça là, et il y a une vieille ferme derrière, il y a une jeune femme qui est en train de sortir à main nue les carottes du sol, et il y a une ambiance très très grise, très très fermée. Alors c'est la vieille France des années, c'est quoi cette vieille France? On me dit la vieille France, on me dit tu regarderas, si tu veux vraiment connaître l'époque, on me dit c'est pas très important, mais si tu veux vraiment connaître l'époque, ils me disent regarde par rapport au langage. À quelle époque est-ce qu'on parlait de la vieille France? Il me dit tu comprendras. D'accord. Alors ensuite. Alors ça me ramène à la petite Marie. Oh. Oh là là, d'accord. Ah, c'est fou ça. Ben oui. D'accord. Alors, la petite Marie, 14 ans. Alors, c'est rigolo parce que ce personnage, je l'ai joué au théâtre. Et ils me disent que les vies antérieures ou autres plans de conscience peuvent aussi résonner de cette manière-là. Alors, c'est vrai que j'ai eu un court rôle quand j'ai fait un jour et j'ai participé à une représentation historique. Et justement, j'ai joué le rôle d'une jeune femme qui s'appelait Petite Marie. Et là, on est en train de me dire que dans ce plan de conscience-là, c'était son surnom au village, c'était la Petite Marie. Parce que la Petite Marie, c'était celle qui était toujours serviable, celle qui était très douce, celle qui était toujours là, toujours présente pour les gens, celle qui avait, on me dit, le cœur sur la main, et qui était toujours là pour aider la veuve et l'orphelin, on me le fait avec des guillemets. D'accord. Et c'est rigolo parce que justement, l'image que j'ai vue tout de suite après, c'est quand j'ai revu cette représentation, je dois avoir, quel âge j'avais les gars, 16 ans, quand j'ai joué ce rôle-là. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc, dans ce rôle-là, j'étais fille de gabarier. Et là, dans cette histoire-là, je sais pas, les parents, qu'est-ce qu'ils font les parents? Les parents sont agriculteurs. On me dit, je vois un homme avec une chemise ouverte qui a l'air très dur. Mais il me dit, sa fille est précieuse à ses yeux. D'accord, sa fille est précieuse à ses yeux. Alors là, la petite Marie, elle est devant sa maison et elle est en train de fabriquer des paniers en osier. D'accord. Alors, en quoi cette jeune femme est victime? Alors, on me dit, cette jeune femme sera victime de la vie. Ok, ouf, d'accord. Ouais, maltraitance. Ouais, alors en fait, on parle d'un mariage qu'elle aurait eu parce que elle perd sa famille, visiblement. Elle perd sa famille et quelque part, ça ne se faisait pas à l'époque de vivre seule en tant que femme, bien évidemment, surtout que c'était une enfant vu qu'elle était très jeune. Et donc en fait, elle a atterri dans une famille. Alors ça me ramène à Cendrillon. Mais ouais, on me dit que ça résonnerait quand même un petit peu avec l'histoire de Cendrillon dans le sens où c'est une jeune femme qui justement se met à être au service de personnes qui l'aident financièrement
Et donc en fait, elle est au service des gens en permanence. Elle est au service de ces gens-là en permanence, d'accord. Alors, comment ce rôle de victime, donc ça me parle d'être au service des autres gratuitement, ça me parle de ne jamais réaliser ses rêves, ça parle d'être bloqué, de toute façon d'être enfermé dans une condition, dans un conditionnement, d'accord. Et donc, est-ce que ce rôle-là, ça résonne avec ce qui se passe dans ma vie aujourd'hui sous un certain angle ou sous un certain attrait? De quelle manière? Ah oui, d'accord. Oh la vache. Alors en fait, cette vie résonnerait finalement quand je me dispose, alors on me dit, c'est énorme, c'est vrai, j'utilise cette phrase des fois, quand je joue le rôle de la boniche. Quand je joue le rôle de la boniche, en fait, eh bien c'est un petit peu, c'est vrai, je le ressens, je le vis très très mal. Hein. C'est très très dur pour moi des fois de me retrouver à la maison ici où les garçons sont sur le canapé. Alors on me dit c'est pas pour rien qu'on t'a mis dans une famille où finalement ton conjoint a un fils, toi tu as un fils, t'as 3 hommes à la maison, tu dois t'occuper de 3 hommes parce que c'est un petit peu comme si cette jeune femme, la petite Marie, elle s'était aussi occupée d'une famille qui n'est pas la sienne, mais je veux dire une famille où justement elle s'est sentie seule en tant que féminine. Alors je ne sais pas si dans cette famille il y avait que des masculins, mais seule en tant que féminine. Alors on me montre vraiment qu'elle jouait le rôle d'être au service. D'être la servante, hein, d'être celle qui nettoie, qui récure, mais elle n'a aucune autre vie que celle-là. Et c'est réellement une vie de souffrance. Et en fait, je me rends compte que certaines choses résonnent avec moi, ce que je vis, alors que je suis au 21e siècle et tout va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que ça résonne visiblement sur je me rappelle certaines émotions que j'ai ressenties quand justement mon entreprise ne décollait pas plus que ça. J'avais pas plus d'occupation que ça, j'arrivais pas à alléger le mental, et du coup je me donnais ce rôle d'être à la maison, et que on me dit tu t'interdisais quelque part à créer, à te connecter à ta création, parce que justement tu étais disposé dans ce rôle de victime. En fait on me disait t'es juste allé chercher comme ça le rôle de la victime. On me dit t'es juste rentré finalement en résonance avec cette vie-là où tu as été disposé victime. Alors ils me disent il y a plusieurs vies où tu as été disposé victime, et en fait suivant le contexte tu vas connecter dans ton rôle de victime un petit peu par-ci, un petit peu par-là, j'assaisonne là, je viens chercher par-ci, je viens piocher un petit peu, et on me dit pour faire le lien, il faut simplement, comme là tu es en train de le faire, tu as compris que cette vie-là, de cette jeune femme, résonne avec certaines émotions que tu as ressenties dans cette vie-là aujourd'hui, quand tu es dans ce fameux rôle de bobonne, on me dit. Et ça, c'est quelque chose qui est une véritable souffrance pour toi. D'accord. Alors, il m'explique qu'aujourd'hui, c'est différent parce que j'ai changé là-dedans. Mais ils me disent que c'est quelque chose qui peut me rattraper quand justement je ne suis pas parce que bon là je suis très occupée pour différentes choses, mais ils me disent quand automatiquement il y a cette espèce de pression qui redescend pour t'amener dans une notion de lâcher prise, c'est-à-dire que des fois quand on est dans une activité professionnelle, mais des fois c'est bon des fois de lâcher ce qu'on est en train de faire, ou du moins de prendre le temps, ben voilà, si j'ai un rendez-vous qui s'annule, c'est ok, le rendez-vous s'annule. Le rendez-vous s'annule pas parce que je suis nulle, mais le rendez-vous s'annule parce que la personne a un empêchement. Et donc les guides ils me disent connecte-toi là, comme par exemple c'est intéressant parce que cette semaine j'ai eu une annulation sur il y a un rendez-vous qui s'est annulé parce que la personne a décalé parce qu'elle a eu une problématique, et du coup j'ai écouté, la première chose qui m'est venue c'est oh là là mais c'est dommage, il faudrait que tu trouves quelqu'un à mettre à cette place-là. Bien non. Quand je regarde mon planning de la semaine, je me dis ben jeudi je ferai autre chose, et les guides me disent que j'arrive à être dans cette sérénité parce que quelque part j'ai aussi les autres semaines qui sont ok, mais les guides me disent qu'est-ce que ça va donner si jamais ça arrive qu'il n'y en ait pas. Voilà, et ils me disent à ce moment-là, le seul risque est que tu risquerais de reconnecter avec ça parce que tu vas être obligé de te donner un rôle. Et c'est comme ce que je te disais, Jessica, ce matin, c'est être dans le faire plutôt que se disposer dans l'être. Et justement, on se donne un rôle quand on est dans le faire. Et en fait, ça résonne avec cette vie-là. Dès que je me sens être dans l'obligation de prendre soin de cette maison, parce qu'il y a vraiment cette notion, je suis obligée de. Alors ça, je le vois les gars, ça résonne avec ça. Ça résonne avec elle parce que elle se sent redevable, cette jeune femme.
elle se sent redevable de la dette qu'elle a payée. Donc il y a une dette derrière. On est bien d'accord. Ouais, il y a une notion de dette derrière. Alors moi, cette dette, j'ai envie de la lever. Comment je vais faire? Alors il me dit, c'est tout à fait possible. Ils me disent, la dette, il faut la payer. D'accord. Alors déjà, il faut comprendre le contrat de départ qui s'est passé dans cette histoire de dette. Alors c'est quoi le contrat de départ? Alors, en fait, c'est rigolo parce que je suis en train de lire l'histoire de cette jeune femme comme ça. En fait, on est en train de m'expliquer un petit peu, vous savez, comme dans les débuts des dessins animés, on me dit de vous l'expliquer comme ça, dans les débuts de dessins animés, des fois, on dessine un livre et on écrit. Eh bien là, c'est ce que je vois. Donc en fait, la petite Marie, elle aurait perdu ses parents d'une maladie. Alors on me dit équivalent Covid chez vous, hein. On me dit ça comme ça. Avec beaucoup d'humour, il y a un guide qui rigole. Équivalent Covid chez vous, mais bon. Alors eux, ils appelaient ça à l'époque la pneumonie. Voilà, ils appelaient ça comme ça ou la. Ouais, si c'est ça, c'est la pneumonie. Donc elle aurait perdu ses parents par rapport à une maladie. Et donc en fait, du coup, ses parents lui auraient demandé d'être gentil avec tout le monde, un petit peu sur le lit de mort, hein, d'être gentil un petit peu avec tout le monde. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas réussi à survivre seule et que du coup, des personnes autour, malfaisantes, l'ont regardé, ont observé un petit peu ce qui se passait dans sa vie. C'est les images que je vois, c'est ce que j'arrive à discerner quand je regarde. Et en fait, il y en a un qui arrêtait pas de venir tous les jours pour justement lui expliquer que si elle avait besoin, donc on me dit abuser de sa faiblesse, d'accord. Donc il y a une histoire d'abus de faiblesse, d'accord. Donc en fait, ces personnes-là ont été malveillantes avec elle et lui ont fait un petit peu croire monts et merveilles. Donc il y a un côté très naïf de cette jeune femme que je retrouve. En fait, à chaque fois, ça fait le parallèle sur dans ma vie comment ça résonne. Et je vois des facettes de moi où je suis naïve. À l'époque, quand j'étais dans ma réalité ordinaire, j'étais dans cet esprit de naïveté. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais ça me ramène à chaque fois pour bien que je fasse le lien pour que l'inconscient puisse faire son travail. Et donc, quand en fait elle s'est retrouvée dans cette grande maison, elle me dit c'est comme si le piège s'était refermé sur elle. Et ça me ramène, c'est super intéressant, ça me ramène justement à ce que j'ai ressenti quand j'ai parlé de l'intention de départ du couple. Vous vous souvenez les amis, on avait voulu travailler sur l'intention de départ dans le couple. Je vous avais dit qu'à partir du moment où votre couple évolue, il faut comprendre l'intention qui s'est passée au départ pour comprendre où on en était aujourd'hui, parce que l'intention était peut-être probablement plus la même. Et bien là, c'est ce qui s'est passé, parce qu'en fait, comme je vous l'avais dit, avec mon conjoint, quand on s'est mis en couple, il y avait cette idée où cette phrase qui avait été mise en avant, c'était moi j'ai besoin de quelqu'un pour me seconder. Moi c'était ce qu'il m'avait dit. Et c'est vrai qu'on s'était extrêmement fâchés quand même. Hein. Alors, on était en couple depuis un moment, mais on s'était quand même grandement fâchés parce que lui ce qu'il voulait, c'était que je vienne vivre ici. Sauf que moi, j'ai ma maison à 50 km et puis j'ai mon enfant. Enfin, je peux pas choisir entre les deux, bien évidemment. Et donc du coup, j'ai eu. Alors on me dit que j'ai connecté avec ma blessure avec ma codépendance affective aussi, à cette époque-là, mais surtout ça a résonné avec ça dans cette notion de dette. Et ça me ramène justement à ce que j'ai une énergéticienne un jour, j'ai participé à un concours et qui m'avait offert justement d'aller regarder les dettes du karma, et on me montre l'une des dettes qui était inscrite dans le courrier qu'elle m'avait fait. Et donc on me dit que ça c'est une dette qui résonne encore, d'accord. Donc cette idée que à chaque fois quand tu te trouves dans une difficulté ou quand tu te trouves dans une façon de te diminuer, on me dit illusoire, parce que en fait on me dit si tu montes dans une montgolfière et que tu regardes ta situation sous un autre angle, tu verras la truc différemment. Et en fait ils me disent à chaque fois tu vas raisonner avec cette vie-là, tu vas raisonner encore avec ce truc, et puis tu as cette vie qui tourne en boucle en fait en permanence. Donc là l'idée c'est la dette, stop, ça suffit. Alors je vais aller déconnecter sur cette dette. Alors cette dette, si on devait lui donner un nom, qu'est-ce que ça serait? Alors ouais, il y a une notion de la peur de mourir. Il y a une notion que seul je peux pas m'en sortir. Ouais, la peur de la mort, ça me ramène à ça, la peur de mourir seul. Je suis assez d'accord, oui, ça résonne pas mal. Ok. Donc moi cette dette, je veux la régler parce que moi c'est terminé. Sayonara, bonsoir, comme on dit chez nous. Alors du coup, comment qu'on fait? Alors ils me disent c'est pas compliqué, on va revenir en arrière. Et puis tu vas jouer le rôle du médiateur. Alors moi en fait je vais jouer le rôle du gardien. Alors on me remontre la notion alors on me remonte l'image où les parents décèdent. Alors c'est un petit peu comme si on allait passer devant le notaire. Et comme si, en fait, c'est comme si je reprenais le testament des parents. Et là, en fait, il y a la petite Marie en face de moi et il y a ce monsieur qui se dit être bienveillant. Alors, ce monsieur, moi, il me regarde, il me dit, mais vous savez, madame la juge,
Voilà, me dit Madame la juge. Vous savez, Madame la juge, moi je vais bien m'en occuper de la petite Marie, la pauvre elle est toute seule, personne ne prend soin d'elle. Et elle, en fait, elle est toute fragile. Et j'ai qu'une envie de lui dire, c'est de lui demander s'il me prend pour l'impin de 3 semaines. Alors, il est faux, mais dans tous ses attraits, c'est incroyable. Il est tellement faux. Et du coup, il est en train de me dire qu'il va s'occuper d'elle, qu'elle sera bien nourrie, bien logée, bien blanchie, blabla, machin. Elle aura une vie heureuse et épanouie. D'accord. Alors l'idée c'est de signer le contrat, sauf que là c'est niette. Je vais tout reprendre. Voilà, je reprends le fil. Et là je vais expliquer à ce monsieur que c'est juste hors de question, puisque derrière, et je retourne la feuille, je lui dis derrière vos belles paroles se cache réellement une dette qui va la poursuivre sur plusieurs existences. Alors là, il s'offusque, il me regarde, il me dit, mais au grand Dieu, mais qu'est-ce que vous me dites? Il me dit, c'est hors de question, moi je ne fonctionne pas comme ça. Vous me prenez pour qui, madame? Vous me prenez pour un voleur, pour un bandit de grand chemin, qui me dit. Bah, si vous le dites déjà, c'est que vous devez l'être, certainement. Et de toute façon, ce n'est pas vous qui décide, mais c'est moi, puisque mon rôle c'est celui-là, et en fait, je lui montre une balance, parce que ça, c'est mon signe, quand je vais de l'autre côté, c'est mon objet magique. Moi, je suis la grande dame qui s'occupe de la justice et de l'équilibre, cher monsieur, et donc, du coup, on va tout remettre à sa place. Et votre idée qui se cache derrière, vous savez, l'idée de faire de cette jeune femme une femme objet et d'en faire votre servante, votre gouvernante, ou je ne sais pas quel nom, quel adjectif vous allez lui donner, ça, c'est juste hors de question. Alors elle est là, elle est en panique parce qu'elle dit, mais ce monsieur, j'ai confiance en lui, c'était un ami de mon père, et de toute façon, il a décidé de prendre soin de moi. Donc ça, c'est juste hors de question. Je vais simplement lui expliquer que son destin va changer parce que si elle retourne dans cette situation, si elle va dans cette situation, elle ne raisonnera qu'avec une vie de misère, une vie de souffrance, avec une vie de servitude, et que son destin est autre et que ses parents souhaitent un autre destin pour elle. C'est ça que je lui dis. Alors du coup, elle se recule et puis elle met ses 2 mains sur les jambes et puis là, elle réfléchit. Et je lui dis, je te déconseille de signer parce que si jamais tu signes, c'est tout simplement ton arrêt de mort. Et ça, c'est très important de le dire comme ça, visiblement. C'est simplement ton arrêt de mort que tu signes parce que c'est ta prison et la seule clé que tu auras, tu la jetteras par-dessus bord parce que la clé que tu vas lui donner, c'est une clé que tu ne pourras plus jamais récupérer. C'est comme si tu vendais quelque part un petit peu ton âme au diable. Et ça, c'est juste hors de question. Donc moi, ici, aujourd'hui, dans l'ici et le maintenant, dans le rôle dans lequel je suis, pour éviter qu'il y ait des conséquences trop fâcheuses sur les autres existences de cette personne, je fais le choix, en mon âme et conscience, de couper le contrat qui vous unit tous les deux. Et là, je déchire ce fameux papier. Voilà, donc lui s'en va. Lui s'en va et elle est complètement désemparée parce qu'en fait, c'est la peur. C'est la peur de ne pas s'en sortir seule et derrière, ça cache... ça me ramène à la codépendance affective parce qu'en fait, elle me dit, mais qui va m'aimer maintenant? Parce qu'en fait, il est là le problème. C'est que cette jeune femme, c'est pas la peur de l'argent, parce que derrière l'argent et la valeur se cache l'amour. Et vu qu'elle a perdu ses parents, et ça peut tout à fait se comprendre, aujourd'hui, sa problématique, c'est qui va m'aimer, et elle pensait que cet homme pourrait l'aimer, sauf que ce n'est pas vrai. Et donc là, je suis en train de lui expliquer que la seule personne qui est capable de l'aimer, c'est seulement elle-même. Là, c'est ce que je suis en train de lui dire. Alors, il y a d'autres paroles qui viennent, mais je n'arrive pas à les entendre. Donc elle est en train de lui expliquer, telle une rose du matin, c'est ça que je vois, telle une rose du matin, tu pourras t'aimer chaque jour. Alors je lui explique un peu, c'est comme quand le soleil se lève tous les jours, par sa lumière, il aime les hommes, et bien toi c'est pareil, chaque jour que tu te lèveras, tu ouvriras les yeux et tu pourras t'aimer toi-même. Tu peux faire confiance à l'extérieur, mais ne sabote pas ta beauté intérieure, et j'ai des frissons partout, et... je lui dis que de toute façon, il n'y a que son amour à elle qui compte le plus. L'amour qu'elle trouvera en face ne sera que le reflet miroir de ce qui se passe à l'intérieur d'elle-même. D'accord. Et donc ça me ramène justement à ma situation quand mon conjoint m'avait dit moi j'ai peut-être quelqu'un pour me seconder, Angélique, tu t'es accrochée à ta codépendance affective pour encore plus te mettre dans le couple. Et en fait, les guides me disent, c'est ça qu'on t'a demandé d'observer, c'est cette part de toi vulnérable égale force, cette part de toi vulnérable qui a décidé de te mettre au service de cette famille, non pas, alors bien évidemment qu'il y a de l'amour, il n'y a aucun souci, il y a de l'amour dans le couple, mais oh, le mental qui me fait chier, pardon, j'ai mon mental qui m'emmerde et qui me dit rassure-toi comme tu peux, mais quel connard. Oh mais je sais, il est là. Oh, alors je fais ça, il s'en va. Et
Et donc en fait, je comprends justement, ça me permet justement, je revois la scène et ça me permet de voir juste en plus derrière moi, je revois la scène, on est tous les deux, on discute et je vois derrière moi pourquoi est-ce que je suis allée vers lui, parce que c'était une fois de plus le besoin de se sentir aimé, parce que j'étais dans une période où bien évidemment mes parents, ça faisait un petit moment déjà qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et justement je manquais d'amour de ma famille parce que quand j'ai quitté ma réalité ordinaire, tout s'est coupé, les gens se sont coupés avec moi parce que ils ont estimé que j'allais bousiller toutes les familles possibles et inimaginables, alors qu'en fait je n'ai fait que me séparer parce que c'était essentiel et nécessaire pour ma survie. Mais ça, les gens s'en sont rendus compte qu'après. Et c'est vrai que j'étais connectée encore à cette idée où j'avais peur de me retrouver seule parce que j'avais simplement besoin, comme nous en avons tous besoin, c'est-à-dire d'amour. Et là, ça me ramène à tous ces personnages, c'est rigolo, hein. Ça me ramène à tous ces personnages de Walt Disney qui sont méchants et qui finalement, je les revois enfants. Alors je vois dans Le Roi Lion Scar enfant. On me dit que pourquoi il a été détesté, parce que il était différent des autres. Et c'est vrai, quand on regarde dans le film, il n'est pas de la même couleur que les autres lions. Et donc sa différence, il en a beaucoup souffert. C'est comme le vilain petit canard. On me dit pourquoi ça serait automatiquement lui qui serait mal aimé, alors qu'en fait finalement il a réussi à faire de sa différence une force. On me ramène aussi à toutes ces méchantes sorcières qui finalement ont simplement grandi dans un environnement maléfique et qui en ont fait, voilà, qui ont vécu, on me dit, d'énormément de carences. Et ces personnages ont été créés au travers des carences de leur propre auteur, on me dit. C'est extraordinaire parce qu'en fait, on me montre beaucoup de dessins animés de Walt Disney et on me dit que les personnages à fort caractère, avec de la force, des héros, ça ramènerait au désir de Monsieur Walt. Je le vois, hein, je vois ce dessinateur, je vois ce créateur de dessins animés. Et on me dit sur Blanche-Neige, ça représenterait sa douceur à lui. Et la méchante sorcière dans Blanche-Neige représenterait justement un personnage de sa famille ou quelqu'un qui lui a, voilà, qui derrière dans son inconscient, qui est là, qui est présent et qui résonne encore. Voilà, c'est ça que ça veut me dire. Et quand il a dessiné tous ces personnages, en fait, il y a beaucoup de choses en lui qui résonnaient. Voilà, ça me fait penser à ça et ça me ramène à tout un tas d'autres auteurs de films ou de dessins animés ou d'histoires pour enfants où on me dit que à chaque fois qu'il y a un héros, ça résonne la lumière, à chaque fois qu'il y a un méchant, ça résonne la part d'ombre de l'auteur. Voilà, c'est ça que ça veut me dire. Ok, et donc ils me disent c'est pour ça que c'est important d'aller observer la lumière à l'intérieur de l'ombre, parce qu'en fait ils me disent finalement, tu vois, rien que quand j'ai regardé, là je viens de voir Scar passer dans Le Roi Lion, on me dit tu as réussi à reconnecter avec sa lumière à l'intérieur de son ombre et tu as réussi à comprendre, tu as regardé derrière le paravent. Ils me disent ben là c'est pareil. Dans ton histoire à toi, tu as réussi à comprendre pourquoi tu avais fait ce choix. C'était important de comprendre pourquoi tu avais fait ce choix et donc pourquoi tu te disposes en victime à des moments. D'accord. Ok. Alors ensuite, où est-ce qu'on en est sur notre histoire là? Alors, eh bien, non. Alors je vois d'autres images. C'est l'image de la vie de cette jeune fille qui finalement se débrouille très bien toute seule. Alors elle fait dans sa vie de tous les jours. Et en fait, elle a des... Oh, c'est rigolo. Elle met des fleurs, elle met des roses tous les jours dans des pots dans sa maison pour lui apporter tout l'amour dont elle a besoin. Alors on m'explique que la rose est une fleur. Alors en chamanisme, en fait, comment ça marche? En chamanisme, on discute avec les plantes, on discute avec le végétal, avec le monde animal, minéral et végétal. Et en fait, on va s'asseoir au pied des plantes et on discute avec elles. On fait une offrande et on discute avec les plantes et on écoute les enseignements qu'elles ont à nous donner. Et donc là, ils sont en train de m'expliquer. Alors j'adore parce qu'il y a un rosier chez mon beau-père qui est juste magnifique. Et en fait, hier, justement, je revois l'image où hier, quand j'étais dans la piscine, j'arrêtais pas de regarder ce rosier comme si ce rosier voulait me parler. On est en train de me dire, tu devrais aller t'asseoir à côté de lui parce qu'il a plein de choses à te raconter. Ça, c'est quelque chose que je vais aller faire. Parce qu'ils sont en train de m'expliquer que la médecine de la rose, ça s'appellerait comme ça, est une médecine qui répare les cœurs. Mais toujours dans cette notion de douceur, de pudeur, il y a vraiment quelque chose comme ça à réparer, qui ramènerait à réparer cette notion d'amour d'origine aussi. Ça ramènerait aussi à la mère, à la maman, ça ramènerait à la famille, aux parents, au clan, à l'amour du clan, ça ramènerait à ça. D'accord. Ok. Et donc du coup, par rapport à ma situation là, est-ce qu'il y a des choses qui changent ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui se modifient? On me dit non, puisque tu as compris. Tu as compris ton intention de départ maintenant. Alors on me dit que c'est quelque chose qui a déjà switché depuis un petit peu finalement. On me dit que ça continue de faire son petit bout de chemin. Et on me dit pour le rôle de la victime, c'est tout ce que tu auras pour aujourd'hui. Ben merci les amis, c'était déjà pas mal, dis donc.
D'accord. Donc on me dit que sur les autres facettes, on me dit que c'est des choses qui viendront petit à petit sous différentes manières. Alors peut-être que ça sera, on me parle sous forme de voyage différent, peut-être à faire d'une autre manière. Mais on me dit que c'était important de vous le transmettre en direct comme ça, pour que vous puissiez comprendre un petit peu le discernement, parce qu'on me dit que l'être humain manque cruellement de discernement dans sa vie, et va toujours regarder au premier plan ce qui se passe et n'arrive pas à aller regarder ce qu'il y a derrière les paravents. Et on me dit les personnes comme toi sont là aussi pour montrer aux gens qu'il y a beaucoup de choses à regarder derrière les paravents. Et on me dit de partager, c'est d'ailleurs pour ça qu'en séance, on arrive à aller loin des fois sur des choses, et à aller sur des choses des fois où on se dit mais t'es sûr, mais qu'est-ce que c'est que c'est fou ça. mais oui, parce que moi des fois je suis étonnée quand je suis en séance, parce que et c'est pour ça aussi l'idée de se jeter dans le grand bain, et on me dit c'est toute là aussi l'aventure de ton âme, on me dit de ne rien savoir et d'aller à la découverte de soi. Et plus vous en apprendrez, c'est un message qu'il donne, plus vous en apprendrez sur votre histoire à vous et sur votre personnalité, plus votre âme va se révéler à vous aussi. On en revient toujours à cette idée de ne pas aller chercher les enseignements. Ce sont eux qui viennent à point nommé, comme une cocotte minute. On me dit, vous n'allez pas retirer le poulet du four s'il n'est pas cuit. Ben là, c'est pareil. C'est vraiment ressentir, écouter, observer, faire preuve d'observation, faire preuve d'audace et de courage aussi pour aller chercher certaines choses un peu compliquées. Mais ils disent que si vous vivez tout ça, c'est qu'il y a bien évidemment une raison. Tout ceci n'est qu'une question, on me dit, d'évolution. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a autre chose, les amis? Alors je sais pas si c'est Laurence Boccolini, mais c'est tout pour le moment. Je sais pas, c'est ce que je vois, je sais pas ce que c'est ça, c'était pas une émission les gars. Donc c'est rigolo. Voilà les amis, un petit peu les messages qu'on a aujourd'hui. Je sais pas si vous avez des questions à poser, je suis tout oui pour vous écouter, chers amis, bien évidemment. Mais moi j'aime bien, vous savez les amis, moi j'aime bien quand je suis des fois en séance avec vous, c'est vous demander justement quels sont vos héros préférés quand vous étiez enfant et vos histoires pour enfants. Parce que les histoires pour enfants, les héros, les symboliques de l'enfance, ou les centres d'intérêt que nous avions quand nous étions des enfants, résonnent encore aujourd'hui et peuvent nous apporter beaucoup de réponses. Et peut nous aider à comprendre aussi beaucoup de choses. Et j'aime beaucoup cette idée d'aller chercher les parts ombrageuses, de justement, même les parts ombrageuses, on me dit des héros, parce qu'on me dit là, on t'a montré finalement la part d'ombre blessée, on me dit des personnages, mais il y a beaucoup plus à explorer que ça. Ouais, on me dit, c'est vrai, quand j'ai exploré dans les contes et les légendes, j'ai exploré, c'est vrai, l'envers du décor, l'envers des morales. Quand j'ai été travailler sur les contes et les légendes, tous les contes et les légendes, ils ont des morales, il y a une petite phrase à chaque fois, et en fait moi les guides ils m'ont dit tu vas aller chercher la contre-morale, tu vas aller chercher ce qu'il y a derrière, puisque la morale c'est une vérité populaire qui est ancrée dans la vie des gens, et en fait l'idée c'est cette morale, vu qu'elle est populaire, il faut regarder comment elle connote, mais si elle connote négativement, on va chercher derrière la contre-morale, qu'est-ce que c'est en fait. Bambi, il est mignon, Bambi. Oh, Bambi, il est horrible ce dessin animé. Il est horriblement triste. Ma chère Mélissande, t'as du boulot. Oui, Princesse Sarah, effectivement. Alors là, ça peut être intéressant. Ah ouais, alors c'est rigolo parce qu'en fait, je te vois habillée en Princesse Sarah. Et je te vois, tu sais, comme tu me regardes par la caméra et tu me dis « Oui, mais bon, oui, mais bon, oui, mais bon... » Mais il semble, il y a un truc avec la princesse Sarah. Ça peut être intéressant d'aller l'explorer. Oui, c'est peut-être aussi... alors pourquoi Jessica, t'étais pas dessin animé quand t'étais petite selon toi? Qu'est-ce qu'elle te dit, ton intuition sur ça? Pourquoi t'aurais pas été dessin animé? Parce que justement, ça t'amènerait à aller explorer tous ces trucs qui finalement, peut-être tu préfères mettre sous le tapis. Parce que ça aussi, les amis, vous voyez tout ce dont on est en train de parler là. Là, on est entre nous, là, on peut se faire un petit salon avec un café, si vous voulez, hein. Mais tout ce dont on est en train de parler, en fait, tout ça, eh bien, c'est ce qu'on travaille en séance individuelle. C'est-à-dire que quand vous venez en séance, toutes les parts d'ombre, les parts de lumière, eh bien, on va aller les chercher. Alors, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a des larmes, il y a des fois, il y a des j'en ai marre, j'en peux plus, ça me gonfle. mais voilà,
Ben non, tu pouvais pas, Jessica, t'avais le rôle de la mère, tu regardais pas les feux de l'amour à la place? On me dit les feux de l'amour, côte ouest, Santa Barbara, on m'envoie tout ça, c'est pas ça. Ben oui, alors je pense que Mélissandre, Princesse Sarah, ça peut être intéressant d'aller le piocher peut-être. Je pense que c'est quelque chose sur lequel peut-être on pourra aller bosser. Faudrait que tu demandes à tes guides quelle est la direction au travers du conte de Princesse Sarah, comment le conte Princesse Sarah résonne dans ta vie. Quelle facette de ce conte résonne dans ta vie? Est-ce que c'est le côté solitude? Est-ce que c'est le côté, je sais pas, moi j'arrête pas de voir les images du dessin animé, puis alors la voix de la petite fille, elle est insupportable cette voix, toute petite. Et j'ai presque failli la faire, vous avez vu? Attendez les gars, comment c'est? Comment elle s'appelait? Oh putain! On avait l'impression que c'était elle. C'est fou. Donc il y a vraiment quelque chose à aller explorer. Mélissandre, il y a quelque chose à aller chercher. Il y a un truc à aller chercher chez Princesse Sarah. Alors je te demande pas de te mettre dans un grenier, de t'enfermer, hein, mais il y a un truc à aller chercher parce que tu sais que moi aussi, c'est un truc que j'aimais beaucoup, Princesse Sarah. La petite fille aux allumettes, toutes ces petites filles un petit peu pauvres, un petit peu. Moi, je ressens pauvre sans le sou. Tu vois. Pauvre sans le sou. Ouais, un petit peu, ça me ramène quand même à une dette. Ça me ramène à une dette qu'on s'est donnée. Pauvre sans le sou. Il y a un truc comme ça. Va falloir aller explorer ça, Mélissandre. Va falloir regarder ça. Eh ben oui, Jessica, le rôle de la petite maman a pris le dessus, donc quelque part, un petit peu, et je suis pas étonnée. Quand même. Je suis pas étonnée si on te fait bosser par rapport à l'enfant intérieur, mais parce qu'il est peut-être temps que tu la vives cette enfance, parce qu'en fait, quand on regarde bien ce qu'on disait ce matin, je pense que ton enfance, finalement, il y a une partie de ton enfance que t'as pas vécue. Et c'est peut-être pour ça que les guides, ils t'envoient aller bosser sur l'enfant intérieur et aller bosser, peut-être créer quelque chose au travers de l'enfant intérieur. Parce que justement, on va peut-être te demander de revivre ton enfance. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà les amis. Est-ce que vous avez des questions les amis? Est-ce que par hasard on a autre chose? Est-ce que vous avez des questions sur l'âme ou sur autre chose, hein? On peut aussi répondre pendant quelques minutes à d'autres questions que vous vous posez de manière peut-être plus générale ou sur un autre sujet aussi, hein? On a un petit peu de temps. Vous inquiétez pas si vous avez autre chose à dire ou quoi que ce soit. Oh! Je m'appelle Rémi et je suis sans famille. Pla pla tin 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 tin. Rémi sans famille. Alors moi, c'est un dessin animé que je ne peux pas regarder parce qu'il me fait trop de peine. Il est horrible ce dessin animé. Je me demande, mais alors on est en train de me dire, mais c'est vrai, quand on regarde bien, quand on était mioche, on regardait ces dessins animés-là, mais ils sont hyper durs, ils sont hyper violents, hyper tristes. Et au final, on me dit, mais c'est comme faire regarder un film d'horreur à un gamin de 4 ans. Mais oui, mais c'est hyper violent. C'est horrible. Moi, je peux pas le regarder. Parce qu'à chaque fois, j'ai toujours, alors on me dit, alors attendez. Rémi sans famille, ça ramène à quoi? Beaucoup de tristesse. La peur. On me dit que ça fait remonter à la surface toutes les peurs de l'âme reliées à l'abandon. Rémi sans famille, on me dit, l'idéal, c'est d'aller chercher avec quelle blessure ça résonne avec l'âme. Rémi sans famille. Mais rien que le titre, il est horrible ou quoi? Alors on me dit d'aller chercher la signification peut-être du prénom Rémi, mais sur un plan beaucoup plus large et non pas magicmaman.com. Il faudra que je regarde, j'ai un bouquin là-dessus à la maison, il faudra que je regarde quand même qu'est-ce que ça veut dire. Mais Rémi sans famille, mais il est horrible ce dessin animé. Mais oui, mais Delphine, je te comprends, mais il est horrible. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Pourquoi, c'est vrai maintenant que tu le dis, moi je suis pas arrivée à le regarder ce dessin animé, pourquoi? Je me revois petite devant la télé à retenir mes larmes. Alors pourquoi je retenais mes larmes? La honte de pleurer pour un dessin animé, on me dit. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai ce que tu dis Estelle, parce qu'en fait on ne peut pas compter sur l'humain, mais par contre les animaux ils sont toujours fidèles, on pourra toujours compter sur eux. Là Estelle, ce que tu dis, ça résonne avec ça. Et alors Rémi, ça ramène à la vie de bohème. Ça ramène à quoi d'autre? À l'idée d'avoir à côté un grand sage pour permettre à Rémi de rester sur son droit chemin. D'accord. En fait, on me dit que c'est un dessin animé qui, en fait, est très spirituel quand on le regarde de loin.
Parce que ça amènerait à un initié qui traverse différentes épreuves de la vie, entouré de ses guides. Oh, c'est chouette. Entouré de ses guides. Et on me dirait que en fait, je vois une image là. On me dit que le papy qui est à côté de lui représenterait un petit peu comme s'il était le créateur ou comme s'il était son protecteur, son guide. Et les animaux seraient ses alliés. Et en fait, on me montre qu'il y a certaines personnes qui peuvent trouver des réponses dans leur vie au travers du dessin animé Rémi sans famille. On me dit que c'est un dessin animé qui, finalement, quand on le regarde bien, rempli de sagesse, et on me dit que si c'est ce genre de dessin animé, vous les regardez aujourd'hui, il faut regarder comment ça résonne à l'intérieur de vous, parce que à l'époque, c'était votre enfance qui résonnait, vos blessures qui résonnaient, il y a l'âme aussi qui résonne, mais il y avait une très mauvaise interprétation de ce truc-là, du coup on ferme, en fait. Je vois les portes, des grosses portes coulissantes comme ça. En fait, on me dit on ferme ses émotions, on ferme sa connexion à son être lumineux, en fait. Et on me dit une personne qui a assez cheminé sur elle, donc là je vois différentes phases de vie d'une personne qui fait du dev perso et spirituel, qui travaille sur tout ça. On me dit, ben à un moment donné, il va retomber, on me montre une cassette VHS qui tombe sur le sol, Rémi sans famille. On me dit, si elle retombe là-dessus, elle va le regarder différemment. Ouais. Et donc, en fait, ils me disent que tous les dessins animés, finalement, il faut les regarder différemment, avec un regard plus discernant. Ils disent, ne vous connectez pas comme étant un enfant avec une boîte de popcorn devant la télé quand vous regardez ces dessins animés-là, mais connectez-vous avec un regard d'adulte. Et vous comprendrez ces dessins animés d'une autre manière, parce que si on vous les a transmis enfant, c'était pour réveiller quelque chose qui va vous permettre aujourd'hui de révéler autre chose. C'est ça qu'ils disent. Marie-Odile, on est deux. Tu sais, Marie-Odile, j'avais la housse de couette. Celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Et oui, c'est ça, les amis. Alors, tac, tac, tac. Ouais. Oui, mais il était dur parfois parce que c'est comme ça que ça marche. Les guides, ils sont aussi comme ça avec nous. Hein. Les guides sont enseignants, mais des fois, ils savent aussi nous en foutre plein la gueule quand il y a besoin de nous faire avancer ou qu'il y a besoin de nous faire bouger. Et c'est vrai que quand on regarde bien Rémi sans famille, c'est un putain de dessin animé spirituel. Ah ben c'est possible, hein. Ouais, Mélissande, il faut que t'ailles jeter un œil. Ben oui. Marie-Odile. Mais moi, j'avais le coussin, la housse de couette et Cendrillon au-dessus. Là, on me dit c'est pareil. Regardez les décorations de votre enfance. Quel poster vous mettiez dans vos chambres. Ça va révéler aussi des facettes de vous. Des facettes de vous. Mais oui, tu l'as trouvé nièce, parce que justement, Estelle, ça c'est pareil aussi. Tout ce qui nous dérange révèle quelque chose de nous-mêmes. Pourquoi est-ce que justement Candy, je pouvais pas la blairer? C'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose derrière. Si tu peux pas blairer un dessin animé parce que le dessin animé est mal dessiné, c'est ok. Mais si le personnage t'insupporte, c'est comme dans la vie de tous les jours. Si quelqu'un t'insupporte, c'est que cette personne-là, elle a quelque chose à t'apprendre. Pow! Ça, c'est fait, ça envoyé dans les gencives. Oh! Bah, les Sébastien, il dit, mais les amis, on est tous de la même génération, de toute façon, donc. Ah, mais les couettes! Marie-Odile comme ça! J'aimerais te voir avec ça. Mais moi, j'avais la housse de couette. Oh, putain. Oh, mon ami Pierrot. Tu l'as dit, tu vois, j'ai juste lu, effectivement, j'ai vu une image. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, l'ami Pierrot, quand on regarde bien? Oh, ah oui, oh, beaucoup de tristesse. Moi, j'ai pas aimé l'ami Pierrot, tu vois, je le regarde comme ça, moi, je l'aime pas, l'ami Pierrot. Parce que l'ami Pierrot, moi, mis à part la choupa choups, ou les Pierrots gourmands, tu vois, l'ami Pierrot, ouais, ça peut être intéressant, c'est une symbolique, l'ami Pierrot, parce qu'en plus, l'ami Pierrot, il est en noir et blanc. Donc, on est encore sur cette notion de dualité, on est sur cette notion de la lumière dans l'ombre et de l'ombre dans la lumière aussi. Parce que l'ami Pierrot, avec ce côté, comme ça, avec sa petite larmounette, finalement, c'est peut-être un mec pas sympa. Mais oui, Marie-Odile, oh, ça doit être chouette. Avec le déguisement, Marie-Odile. Le déguisement. Je vais t'envoyer des photos. Oh putain. Non, mais c'est génial. Ouais, mais tu vois, là, c'est pareil, Mélissande. L'ami Pierrot, c'est pareil. Il y a de la symbolique dans tous ces trucs. Vous voyez, les amis? Il y a beaucoup de symbolique dans tout ce que vous avez vécu dans votre enfance. Et en fait, ce qui se passe, c'est que
quand on travaille sur sa personnalité, quand on travaille sur, ça paraît pas, mais quand on bosse sur ses dons et sur ses talents, on va travailler sur sa lumière, les amis. Donc automatiquement, au lieu d'aller faire une formation en magnétisme, au lieu d'aller faire une formation au pendule, allez plutôt regarder dans votre enfance ce qui s'est passé et vous découvrez d'autant plus de capacités que d'aller passer 1 heure à faire du pendule. Regardez là ce qu'on vient d'apprendre. C'est quand même incroyable. Moi, c'est ce que je dis. Moi, j'ai toujours fait comme ça parce que j'ai jamais trouvé, voilà, l'école de Poudlard qui correspondait parce que ça n'existait pas. Et du coup, je me suis dit, mais Angélique, tu vas, vu que moi je suis quelqu'un de très curieux de nature et je me suis toujours posé des questions, j'étais toujours une petite fille à poser des pourquoi et des pourquoi. Et du coup, ça paraît très con, mais comme mon fils, une fois, là, quand on était confinés, il avait 4 ans, il me dit, maman, comment est arrivé l'être humain? Bam! Et ben voilà, on est parti sur ça. Eh bien, c'est de là qu'est venue la psychogénéalogie aussi pour moi. Et parce que toutes les réponses sont dans notre histoire de famille. Et justement, en comprenant votre histoire de famille, votre enfance, tout ce que vous avez vécu dans votre enfance et vos intérêts, parce que même quand on est enfant, on peut être influencé par des parents qui vivent dans un certain univers, par des parents qui ont des loisirs, on peut influencer ses enfants. Mais moi, je sais que mon fils, il a des intérêts, je laisse ces intérêts-là parce que alors, c'est des intérêts qui ne vont pas forcément me résonner à moi, mais j'observe ces intérêts, je regarde et je note, et je me dis, ah oui, d'accord, je me dis, ça, c'est quelque chose qui doit résonner avec quelque chose dans son histoire, tu vois. Et ça, c'est vraiment important de l'observer. Et du coup, observez-vous quelle était votre différence avec les autres membres de votre famille aussi, parce que vous avez vécu dans la même famille, mais vous n'avez pas interprété les choses de la même manière. Et c'est vrai que c'est chouette, moi, je trouve, d'aller observer nos propres ressources intérieures au travers de nos souvenirs d'enfance, parce que c'est justement là où c'est le plus authentique, le plus pur et le plus magique. Voilà. Donc, les amis, écoutez, ça résonne avec l'âme. À chaque fois, ce que vit l'âme, il y a un truc, vous avez vu dans l'expérimentation, ce que l'âme avait vécu, eh bien moi, ça a résonné de cette manière-là. Et du coup, les guides, ils me l'ont renvoyé par les souvenirs. Paf, paf, paf. Et on monte le puzzle comme ça. Et on fait le travail sur son inconscient de cette manière-là. Et c'est juste, et c'est ok. Voilà les amis, bah, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, je trouve qu'on est pas mal quand même. Demain, live demain matin les amis, parce que l'après-midi, je suis en séance. Donc, on essaiera de se faire un petit live demain matin. Je vais voir, on va voir si on fait quelque chose. Je vous tiendrai au courant les amis, une fois de plus, en surprise, parce que là pour le moment, je peux pas vous dire sur quelle direction est-ce qu'on va partir. À part si quelqu'un veut me dire quelque chose, on part sur quoi? Non, il y a rien. On me dit non. On me dit là, tu lâches prise. Mario dit lâchons prise. et je vais partir sur complètement autre chose. Là, je vais faire autre chose. Et du coup, je vous enverrai un petit message pour vous dire si demain ou non il y a un live ou pas. Une fois de plus, pour les personnes qui ont besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à faire appel à Bibi. Et puis voilà. Et puis écoutez les amis, on se tient au courant. Si vous avez des réponses, des questions, n'hésitez pas à aller explorer, aller voir un petit peu tout ce qui se passe. Et puis allez voir dans le guide, dans les replays, dans les machins. Et puis voilà, mais merci à toi Marie-Odile de ta présence et merci à vous tous, chers amis, de votre présence. Heureusement, sinon je me serais pété un monologue toute seule. Heureusement que vous êtes là. Prenez soin de vous les amis, restez, comme diraient les vieux, devant le ventilateur, au frais, à l'ombre, on ne sort pas avant 16h. Moi, j'avoue, à 16h30, j'ai levé les fesses dans la piscine, hein, parce que là, franchement, il fait trop chaud. Et puis voilà, puis prenez bien soin de vous, comme disent toutes les Miss Météo. Je vous dis à demain les amis, reposez-vous et buvez de l'eau. À demain, ciao ciao.